Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 mars et dans 9 jours c'est le printemps. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Nous partirons pour les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics qui se déroulent en ce moment et qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap intellectuel. Nous recevrons le président de Special Olympics Monaco qui nous présentera ces Jeux et la délégation monégasque. Des enfants de l'école de la Condamine ont suivi les préparatifs de l'opéra L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel que l'on pourra découvrir en fin de semaine prochaine dans la salle Garnier. L'IA est au cœur de l'immobilier de demain et à ce propos, la 5e édition du PropTech Symposia s'est tenue à Monaco lundi. Vous découvrirez l'importance des nouvelles technologies dans l'immobilier et le BTP. Focus sur l'exposition The Joséphine, actuellement à la galerie Other & Wirth. L'artiste Barbara Chase-Ribou y fait revivre l'aura de Joséphine Baker en tant que femme libre et engagée. Une autre femme libre et engagée, Laure Prouveau, cette artiste vidéaste, était l'invitée de la Fondation Prince-Pierre de Monaco et elle sera avec nous dans quelques instants. Et enfin, coup de projecteur sur une discipline sportive bien physique qui a le vent en poupe, notamment chez certains carabiniers à l'Irox. Et nous débutons cette édition, comme je vous l'ai dit, par les 12e Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics de Turin. Ce sont des athlètes en situation de handicap intellectuel. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce week-end. Une délégation monégasque fait partie de cet événement. Et pour en parler, nous sommes avec le président de Special Olympics Monaco, Pierre Van Claveren. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes en Italie pour ces Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics. Présentez-nous cette compétition. Écoutez, c'est assez simple en fait à présenter. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques, tout simplement, donc, qui ont lieu tous les 4 ans. C'est une saveur particulière cette année puisque nous avons dû attendre 8 ans car on était donc sur des nombres impairs. Ça aurait dû être en 2021 avec le Covid. Et par la suite, les Jeux ont donc été premièrement reportés et ensuite annulés. Du coup, ça fait 8 ans que nous n'avons pas fait cette compétition. Combien de pays y participent et quelles sont les différentes épreuves ou disciplines ? Alors écoutez, je ne vous cache pas que j'ai un peu triché, donc je suis allé regarder quand même. Donc on a 105 pays qui sont dénombrés, 1500 athlètes qui sont, on va dire, inscrits. Et ensuite vous avez quand même, et c'est ça qui est important, il y a 2000 volontaires. Donc c'est pour montrer quand même la quantité de personnes dont on a besoin pour faire ce type d'éléments. En termes de sport, il y a moins de sports que l'été. Je pense qu'on doit osciller à une dizaine, une quinzaine de sports. Et pour nous, 3, les raquettes, donc les courses de raquettes, le ski de fond et le ski alpin. Parlez-nous de la délégation monégasque à ces Jeux. Combien d'athlètes avez-vous emmenés en Italie et combien d'encadrants ? Alors, en termes, donc, comme on l'a dit, en termes de sport, nous avons 3 sports. Le ski de fond, on avait 2 inscrits en termes d'athlètes. On a eu une petite surprise avant le départ, du coup on n'en a qu'un. En raquette, nous en avons 4. Et au ski alpin, 6. Et en termes d'encadrant, nous sommes 2 coachs pour la raquette, 2 coachs pour le ski alpin, 1 coach pour le ski de fond et ensuite Marco, qui est notre directeur national, qui tourne sur tous les sports. Quel est l'état d'esprit de votre délégation ? J'imagine que vous n'êtes pas forcément sur un objectif de médaille, mais que vous insistez peut-être plus sur le côté expérience de vie et le plaisir ? Alors, Madame Calme, qui est la fondatrice de Special Olympics, insistait énormément sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà le respect, le comportement, ça c'est très très important. Aujourd'hui, on y attache une très très grande importance. Maintenant, l'état d'esprit, c'est aussi le côté compétition. Donc effectivement, on n'est pas forcément à la recherche de performance en termes de médailles. Il y a une approche un peu spécifique à Special Olympics de toute façon au niveau des médailles, étant donné qu'on a plus de courses. Donc vous allez avoir plusieurs médailles d'or, plusieurs médailles d'argent, contrairement aux Jeux Olympiques normaux, dirons-nous. Par contre, il y a un esprit de compétition, il y a cette volonté de bien faire et on recherche la performance au niveau de chacun. On a fait des entraînements, on s'est entraîné, alors prenons les raquettes, bon, on s'est entraîné un peu avec la neige, mais on s'est également entraîné en athlétisme, c'est des choses où on a des références en termes de temps, la même chose pour le ski et pour le ski de fond, et on est en recherche effectivement d'améliorer ces références-là. Vous avez dit entraînement, comment prépare-t-on des Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics ? Comme on prépare toute compétition, encore une fois, ce qu'on recherche surtout, c'est l'assiduité, la régularité aux entraînements. On ne peut pas bien performer en compétition si on n'est pas bon aux entraînements. Je crois que vous pouvez demander à n'importe quel sportif, de haut niveau ou non, ils vous diront tous la même chose. On ne performe pas si on ne s'est pas entraîné correctement. Donc aujourd'hui, on cherche cette régularité. Et ensuite, là, sur les Jeux d'hiver, effectivement, on essaye de faire du spécifique. Vous connaissez notre région, vous savez qu'en ski alpin,
pour le coup, on est plutôt bien lotis. En ce qui concerne skiffons et raquettes, on est un peu plus dépendant quand même des conditions météorologiques. Et après, on a quelques compétitions sportives. On est invité au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche. Donc on essaye effectivement de pouvoir participer à ces compétitions-là. Mais l'important vraiment, c'est la régularité et l'assiduité. Dernière question, Pierre. Où en est-on dans ces Jeux? Certaines compétitions ont-elles déjà débuté? Oui, donc aujourd'hui, on perd la notion du temps. Mardi, il me semble, donc on a commencé les compétitions. On est dans ce qu'on appelle les divisionning, qui sont les équivalents des phases qualificatives, où dans tous les sports individuels, nous allons prendre des temps de référence, des marques de référence, qui permettront ensuite justement de juger lors des finales qui vont commencer dès demain. On va avoir des finales dès demain, mercredi, avec le ski de fond. Ensuite, jeudi, raquettes et ski alpin également. Donc, qui vont permettre d'avoir des marques de référence et qui vont permettre du coup de juger ou non, on va dire, de la validité du temps en finale. Puisque le principe de Special Olympics, encore une fois, on a plusieurs niveaux. Vous avez donc plusieurs chances d'obtenir des médailles d'or. L'idée étant qu'on le fasse de manière, dirons-nous, honnête. Donc vous avez une marge temporelle que vous pouvez améliorer. On est dans l'ordre de 15 à 20% en fonction des compétitions. Et si on améliore de plus de 15 à 20% par rapport au temps qu'on a fait en qualification, on est disqualifié. Il faut savoir qu'une équipe de Monaco Info est sur place avec vous, Frédéric Hélion et Camille Caloni. Nous suivrons avec eux cette belle aventure que sont en train de vivre les membres de Special Olympics Monaco. Merci Pierre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci de nous suivre depuis tant d'années. Sport toujours, à moins d'un mois du début du Rolex Monte Carlo Masters, le directeur du tournoi a officiellement dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs engagés pour cette 118e édition. Et bien une fois de plus, l'élite du tennis mondial sera réunie en principauté du 5 au 13 avril. À l'exception du numéro 1 mondial Yannick Sinner, suspendu pour 3 mois, 42 des 45 meilleurs joueurs mondiaux seront présents, comme Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Daniil Medvedev ou encore Stefano Tsitsipas, triple vainqueur du tournoi monégasque. À partir de la semaine prochaine, l'Opéra de Monte-Carlo proposera dans sa programmation des représentations de l'enfant et des sortilèges de Maurice Ravel, une œuvre créée il y a 100 ans au sein même de l'Opéra de Monte-Carlo. Pour l'heure, les artistes sont en répétition, mais l'établissement ouvre exceptionnellement ses portes aux élèves de l'école de la Condamine et de l'école de Schloss de Comte. L'occasion pour eux de découvrir les coulisses d'une œuvre en pleine préparation. Reportage signé Alban Gingembre et Sylvain Péroumal. On se prépare visuellement, mais on chauffe sa voix aussi. Et donc pour chauffer sa voix, alors certaines personnes ont besoin de 15-20 minutes, d'autres personnes ont besoin d'1 heure, 1h20 pour chauffer leur voix. Visite des ateliers couture où sont confectionnés les costumes, passage par le maquillage et les perruques, et puis immersion dans la salle pour un aperçu des répétitions. La mise en scène d'un opéra mobilise du monde qui, pour la plupart, opère dans l'ombre. Quand on voit la scène, on se dit qu'elle est déjà énorme, avec plein de monde, mais on ne voit pas encore ce qui se passe derrière la scène, alors on n'imagine pas vraiment. Moi, je croyais qu'ils étaient 5, 6. Nous avons eu des questions notamment sur une partie de pyrotechnie. Donc nous avons des accessoiristes qui travaillent avec le feu sur scène et les enfants étaient très intrigués par cette flamme qu'ils ont pu voir. Ils nous demandent aussi combien de temps dure un maquillage. Est-ce que cela prend 5 minutes? Et non, parfois ça prend 1 heure ou plus encore. Moi j'ai préféré le spectacle. Pourquoi? Parce que c'était bien. Ouais, toi? Moi, j'ai préféré les perruques. J'ai bien aimé aller dans la salle de couture. Ma grand-mère, elle s'appelle Monique et elle m'a tout appris parce qu'elle est couturière. Et il y a 2-3 personnes couturières qui viennent, costumières, et qui l'aident à se déshabiller rapidement. J'étais impressionnée par le style de la grande salle et des artistes. Créé ici même en 1925, L'Enfant et les sortilèges raconte l'histoire d'un enfant qui, puni pour sa paresse, passe sa colère sur les objets qui l'entourent jusqu'à ce que ces derniers prennent vie pour se venger. Une œuvre qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations selon le spectateur. Il faut pas tout casser quand on est énervé. Faut pas être méchant, faut pas faire de trucs pas bien. Quand t'es énervé, faut se contrôler. L'Opéra de Monte-Carlo espère pouvoir reconduire ses immersions en coulisses pour faire découvrir les métiers cachés de la scène. L'Enfant et les sortilèges ainsi que l'heure espagnole de Maurice Ravel également seront à découvrir à l'Opéra de Monte-Carlo à partir du vendredi 21 mars.
Alors que le secteur de l'immobilier et du BTP connaît une mutation majeure, les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, jouent un rôle clé en offrant de nouvelles opportunités en termes de compétitivité. Eh bien, l'immobilier et l'intelligence artificielle étaient au cœur des conversations lors de la 5e édition du PropTech Symposia qui s'est tenue sous l'égide du gouvernement. À cette occasion, une table ronde a été organisée au Yacht Club hier après-midi avec pour thème « Regard croisé sur l'IA dans l'immobilier et les nouveaux modèles économiques ». Eh bien, le modérateur de cette table ronde est avec nous, Thierry Chérel. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire, il s'agit de la 5e édition. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que la PropTech ? Alors la PropTech, c'est la réunion de deux termes, c'est property et technologie, donc c'est comment la technologie finalement influence l'immobilier, donc c'est différentes facettes, aussi bien de la conception à la construction que la gestion, l'investissement et le financement. Ça fait également la PropTech l'objet d'un baromètre qui est publié chaque année, c'est à l'initiative du gouvernement, notamment de la cellule économie numérique, en collaboration avec l'ESCP, et ça permet de décrire notamment les technologies les plus disruptives et les opportunités d'investissement les plus intéressantes. Comment les acteurs de l'immobilier peuvent-ils tirer parti, bénéficier comme ça de la PropTech ? Alors, il y a plusieurs façons d'en tirer parti, mais pour moi, dans la technologie, un des leviers les plus importants récemment qu'on a tous entendu, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il influence l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, comme je l'ai décrit pour la technologie. Et en fait, c'est typiquement le genre de sujet qu'on va aborder lors de la conférence du PropTech Symposia, qui est organisée à l'occasion de la publication du baromètre. Donc, c'est la 5e édition de ce PropTech Symposia, où il y aura notamment des sociétés comme Realise pour le financement ou Nidus pour la construction. Quels sont les exemples, puisque vous parlez de l'intelligence artificielle, quels sont les exemples concrets de l'intelligence artificielle utilisée comme ça actuellement dans l'immobilier par exemple ? Alors, c'est vrai que quand je pense intelligence artificielle et immobilier, le premier réflexe que c'est pas forcément son application, malgré les différentes applications qu'il y a, j'ai envie de dire, du point de vue des algorithmes, mais plus spécifiquement le fait que l'intelligence artificielle est développée dans le cloud, qui est lui-même hébergé dans les data centers. Et les data centers, c'est une classe d'actifs qui se développe de façon à part entière, comme un vrai support d'investissement très important. Alors justement, que représente le marché de la PropTech au niveau économique dans le monde, mais aussi à Monaco ? Alors, c'est vrai qu'on parle d'une cinquantaine de milliards de dollars déjà levés pour les PropTech. Donc les PropTech, on parle vraiment de start-up qui développent chacun leur business dans les différentes facettes de l'immobilier. Et à Monaco, c'est plusieurs start-up qui à la fois lèvent de l'argent, mais également le déploient dans l'économie de Monaco à travers notamment la construction et les transactions immobilières. Alors, vous avez organisé une table ronde ce lundi, une table ronde dont la thématique est l'IA et l'immobilier et les nouveaux modèles économiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers, et le message faire passer à travers cette conférence, cette table ronde ? Le message qu'on veut faire passer, c'est avant tout le fait que l'intelligence artificielle, à l'intérieur de la technologie et de tout ce qu'elle embarque, parce qu'on va parler de blockchain et de tokenisation notamment. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que la technologie ne devient plus simplement une boîte à outils, mais complètement un moteur de transformation des modèles économiques. Ça veut dire qu'on n'est plus simplement sur de l'automatisation ou de l'optimisation, mais sur de la transformation. Et ça se traduit par quoi ? C'est qu'on ne va pas être sur des gains de 3, 5, 10%, on va être sur des gains de 30% et parfois même, je pense notamment au risque d'erreur humaine sur les chantiers qui est réduit de 70% par certaines startups. Donc c'est vraiment transformant, ça change la façon de penser et de réaliser l'immobilier de demain. Thierry Chérel, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et toujours concernant la PropTech, comment la principauté intègre-t-elle ces outils pour gagner en compétitivité ? Élément de réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Toujours à la pointe de l'innovation, la principauté voit son secteur immobilier se transformer sous l'influence des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle devient un outil clé pour optimiser les processus et repenser l'efficacité du marché. Mais si cette évolution ouvre de nouvelles perspectives, elle soulève aussi des défis majeurs pour le pays. Personnellement, je ne vois que des opportunités, absolument pas de risques. Des opportunités qui vont demander par contre d'être très proche, ça se déroule tellement vite
qu'il va falloir être très attentif à ne pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies qui vont sortir. Mais non, beaucoup de potentiel pour Monaco en tout cas. Cette dynamique technologique renforce l'attractivité économique de Monaco. La digitalisation du secteur améliore la transparence des transactions et la gestion des biens. En intégrant l'intelligence artificielle au cœur des stratégies, la principauté confirme son rôle de laboratoire d'excellence où performance et innovation façonnent l'avenir de l'immobilier. Je pense que Monaco, qui est déjà un pays avant-garde dans énormément de secteurs, l'immobilier étant en même temps une des activités principales de ce pays, on ne peut pas non plus perdre le train avec toute la révolution qu'il y a avec l'IA dans le monde entier. Donc on y est dedans, je pense que le futur passe par là. On est en train d'écouter ces jours-ci des conférences sur l'impact et financier, sur l'optimisation des coûts, sur la réduction des risques, sur la maîtrise surtout des risques et des variables. Donc on ne peut pas s'en passer. Il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec, mais je pense vraiment que c'est un grand enjeu pour tout le monde et aussi pour la principauté. À l'heure où l'innovation redéfinit les codes de l'immobilier, Monaco se positionne comme un acteur clé de cette transformation. Cette mutation technologique, loin d'être une simple tendance, s'impose ainsi comme une nécessité afin de répondre aux enjeux d'attractivité économique. On passe à de la culture avec l'exposition The Joséphine, actuellement à la galerie Other&West. L'artiste Barbara Chase-Ribou y fait revivre l'aura de Joséphine Baker en tant que femme libre et engagée, dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Reportage signé Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. 50 ans après sa disparition, Joséphine Baker continue d'inspirer. La galerie Other&Wirth lui rend hommage à travers l'œuvre de Barbara Chase-Ribou, qui explore son lien intime avec l'icône, une connexion née à Paris dans les années 60. Nous sommes ravis en fait d'avoir ramené cette exposition ici à Monaco parce que, comme les titres révèlent, en fait, il y a une connexion entre Barbara Chase-Ribou et la légendaire Joséphine Baker. Je suis sûre que tout le monde déjà connaît cette figure, surtout sur ce territoire, parce que comme on sait, la principauté était la maison de Joséphine Baker pendant les derniers 8 ans de sa vie. À travers des sculptures monumentales et des œuvres sur papier, l'artiste capte l'énergie et l'élégance de cette figure du XXe siècle. Parmi les pièces maîtresses, Joséphine Black et Joséphine Red incarnent la force et la grâce de celle qui a été à la fois artiste, militante et symbole de liberté. Parce que ça représente le mouvement, ça représente le dynamisme, ça représente en fait Joséphine Baker, tout ce qu'elle a représenté, donc le dynamisme, le mouvement, c'est assez lyrique, c'est très poétique, c'est comme si ces sculptures dansent en fait dans la galerie. Une exposition ouverte au public jusqu'au 14 juin prochain pour redécouvrir une icône sous un prisme artistique inédit. Après la comédienne réalisatrice Noémie Lovski, après le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, après le philosophe historien Georges Vigarello, c'était au tour de Laure Prouveau de donner une conférence lundi en début de soirée organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Cette artiste contemporaine et vidéaste a depuis 2022 travaillé sur plusieurs projets, notamment sur une réflexion sur le réchauffement climatique. Cette exposition a été présentée à Oslo, puis aux États-Unis et aux Pays-Bas. En 2023, elle a créé une série de films et une installation intitulée Hommage, qui aborde la figure de la grand-mère et interroge sur la transmission. Cette œuvre a été exposée entre autres à Vienne, Montréal et Melbourne. Et enfin, en 2025, Laure Prouveau inaugurera 2 nouvelles expositions à Berlin et à Marseille. Avant cela, elle est notre invitée. Bonsoir Laure Prouveau. Bonsoir. Le titre de la conférence est « En conversation avec Laure Prouveau », ce qui amène ma première question. Qui est Laure Prouveau, justement? Comment vous définissez ce que vous faites et ce que vous êtes? Ouf, franchement, je ne sais pas si c'est mon boulot de le faire. Moi, je suis artiste, j'invente le plus possible. Je crois en l'imaginaire comme acte de résistance et en la joie. Après, c'est à la société, au monde qui articule un peu plus
avec certains mots. Pour vous définir. Moi, mon œuvre existe dans mon œuvre, donc je ne peux pas l'articuler comme ça en quelques mots. Exactement. Quelles sont en règle générale les thématiques abordées dans vos œuvres? Je pense par exemple à la transmission avec Hommage récemment. Quelles sont les thématiques? Alors, il y a beaucoup de thématiques. Comment simplifier? Le monde est complexe, c'est sa beauté. Alors, mais comment simplifier? Il y a beaucoup de thématiques sur l'idée d'une famille, d'une grande famille, hein, d'un travail ensemble, de recherche, d'échange, d'une famille étendue qui n'est pas celle qui est juste à nos côtés, mais beaucoup plus large. C'est de curiosité de l'autre, vers l'humain, vers le non-humain, vers devenir autre. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis bien sûr un peu sur l'écologie, sur nos façons de vivre. Et à quel moment la vidéo est entrée dans votre vie? C'était familial? C'était une évidence? Comment ça s'est passé? Alors, vidéo, ça fait depuis très longtemps. Ouais. J'aimais beaucoup ce médium car il utilise beaucoup de nos sens. Hein. Donc je me dis, mais avec ça, je peux tout faire. Je peux faire de la sculpture, je peux faire de la peinture, je peux faire du son, je peux faire de la danse, je peux utiliser ce qui est autour de moi constamment. Donc pour moi, ça a été une évidence assez vite quand j'ai étudié d'abord en Belgique, puis après à Londres. Et comment ça se déroule avant l'aboutissement, c'est-à-dire une exposition? Il y a, j'imagine, tout un processus derrière. Vous partez comme ça d'une page blanche. Comment ça se passe? Alors une exposition, ça c'est jamais c'est un travail collectif. Hein, pour moi c'est aussi un sujet très important dans mon œuvre, que ce soit un travail collectif. Je suis pas du tout dans l'idée du master artiste qui vient avec sa vision et ça, mais beaucoup plus un travail de collaboration avec les curateurs, avec tout le monde, avec les murs, avec le sol, avec les gardes. C'est vraiment un travail si je fais une vidéo, ce sera avec énormément ou des acteurs, ou bien le vent, la neige. C'est beaucoup de préparation, et puis on arrive après à traduire. Hein. Après, c'est un travail de traduction pour moi. Je passe de l'image au son. Après, est-ce que la vidéo deviendra tapisserie ou performance ou espace à explorer et là, je travaille en ce moment aussi sur une grosse expo au Mucem qui va ouvrir bientôt. Donc, de nouveau, c'est des dialogues qui se sont faits sur des années. Vos projets, qu'est-ce que vous allez présenter? Qu'est-ce que vous allez faire prochainement? Alors voilà, on vient d'ouvrir cette grande expo à Berlin et je travaille sur cette expo qui va ouvrir dans 3 semaines, là, le 1er avril, Petit Poisson, au Mucem, à la Vieille Charité et au MAC. Et on travaille aussi sur un projet pour Nice, donc, qui est vraiment tout près de chez vous. Donc il faudra venir. Laure Prouveau, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci bien. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Aerox. Ce phénomène fitness est en plein boom en ce moment. Il combine course à pied et exercice et permet de développer à la fois son endurance et sa force physique. Sarah Incaré et Sylvain Péromal ont suivi Sloan, un carabinier de la Principauté, dans son entraînement à Nice pour mieux comprendre ce qui fait le succès de cette pratique. Voyez le reportage. Il a troqué son uniforme pour son short et t-shirt de sport. Sloan, avec Geoffrey et Maxence, eux aussi carabiniers du Prince, sont prêts à en découdre. Ils établissent le programme, s'échauffent et la séance peut commencer. Après plus d'1 heure d'effort à enchaîner course à pied, skierg, sled push, rameur, lunge et wall ball, il est temps de relâcher. Je me sens un peu fatigué, mais ça va. C'est une séance assez intense, mais c'est ce qu'il faut pour préparer les compétitions. Le militaire a justement en ligne de mire une compétition à Paris qui aura lieu en avril prochain. Je vais préparer l'Aerox au Grand Palais avec un ami, celui avec qui j'ai fait l'exercice aujourd'hui. Donc on se fait régulièrement jusqu'à l'échéance des petites simulations à 2 pour être prêt le jour J. Les entraînements sont durs et éprouvants, donc ça me permet d'avoir une bonne condition physique pour mon travail et d'avoir aussi un mental à toute épreuve.
Née en 2017 en Allemagne, la discipline s'est aujourd'hui exportée à l'international et n'a jamais fait autant parler d'elle. Mais qu'est-ce qui la distingue des autres sports et en particulier du crossfit qui se pratique dans la même salle ? Le crossfit va utiliser des dimensions d'haltérophilie et de gymnastique que n'utilise pas l'Aerox, qui va privilégier des mouvements qui sont plus simples, plus accessibles et augmente considérablement le volume de course à pied. Et si l'Aerox peut paraître intimidant de prime abord, il faut savoir qu'il a été pensé pour tous les niveaux et peut se pratiquer en solo, en double ou en relais. En tout, une dizaine de carabiniers s'y sont mis. Et vous, aurez-vous la force de vous lancer ? Et pourquoi pas, ça me ferait du bien en plus. En bref, l'association Sœurs de Route, en collaboration avec le CHPG, organise une conférence sur la sclérose en plaques jeudi à l'amphithéâtre Lou Clapas à 18h30. La sclérose en plaques est une maladie qui touche plus de 120 000 personnes en France. Cette soirée vise à sensibiliser le grand public à cette maladie, à mettre en lumière les avancées médicales et à partager des témoignages de celles et ceux qui la vivent au quotidien, dont celui de Sarah, atteinte par la maladie et qui va participer à une incroyable aventure prochainement, le rallye des gazelles dans le désert marocain en 4x4 avec sa coéquipière Juliette, d'où le nom de l'association qui organise cette soirée, l'association Sœurs de Route. Pour soutenir cette cause et leur projet, je le rappelle, cette conférence sur la sclérose en plaques se déroulera ce jeudi à l'amphithéâtre Lou Clapas à 18h30. L'entrée est gratuite. Toujours en bref, l'association des parents d'élèves de Monaco organise le bal des lycéens le vendredi 28 mars à l'espace Léo Ferré, une soirée de 19h30 à minuit animée par le DJ Pete Cassidy. L'entrée est à 20 € et les réservations sont à faire sur WizEvent. On se quitte avec les photos de fin de journal de Manuel Vitali, consacrées ce mardi à la visite d'école primaire dans les coulisses des préparations de l'opéra L'Enfant et les sortilèges dont on a parlé précédemment dans cette édition. Et juste après, vous retrouverez la météo de Christine Datomel. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo sera plutôt mitigée. De nombreux nuages le matin, quelques éclaircies l'après-midi, mais un risque de pluie en fin de journée. Et puis sinon, des températures comprises entre 10 et 14 degrés. Demain, nous fêterons les Justines. De nombreuses femmes dans le monde prient la Sainte Justine pour vivre une vie vertueuse. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.